on se retrouve encore une fois dehors. Aujourd'hui j'ai mis ma grosse veste parce que c'est le début de l'hiver ici, même si on est tout juste en novembre. On va parler du Fujifilm X-H1 aujourd'hui. Ça fait un moment que j'aurais dû faire ce test et on va donc enfin le faire. Et regardez ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé dans ce boîtier, mais surtout ce que j'ai aimé parce que c'est vraiment, on va pas faire de spoiler, mais c'est vraiment un très très bon boîtier. J'espère que vous allez bien. Ici il fait un petit peu frais, mais on est nouveau dehors, nouveau dans la forêt. Je suis au même endroit que pour le Q&A d'ailleurs. Et on va donc parler du Fuji X-H1. Et comme d'hab, j'ai plus de souffle. Le X-H1, en fait, je vais pas m'attarder beaucoup sur la qualité d'image, parce qu'à vrai dire, c'est la même chose que le X-T2, que le X Pro 2. C'est le même capteur, 24 mégapixels, qui a une gestion du bruit qui est très bonne. Jusqu'à 6400, c'est vraiment très bien. 12800, c'est encore bien utilisable. 25600, c'est là où ça commence à se dégrader un petit peu. Mais ce qui est intéressant sur le X-H1, c'est vraiment les fonctionnalités. Mais avant de parler des fonctionnalités, en fait, j'aimerais parler de la fabrication, de la construction du X-H1, parce que c'est un boîtier qui est un petit peu différent des autres boîtiers qu'on a l'habitude de voir chez Fuji. Je mets de côté d'ailleurs les moyens formats quand je dis ça, parce que ça ressemble un petit peu au GFX. C'est un boîtier qui est beaucoup plus gros que ce qu'on a l'habitude, enfin beaucoup, c'est pas non plus un monstre comme un DX ou un D5, mais c'est quand même un gros boîtier pour ce qu'on voit d'habitude chez Fuji. C'est vrai que Fuji nous a habitués au X Pro 2 ou bien au X-T2, qui sont assez petits, et les autres appareils aussi ils sont tous assez petits, sans miroir, et là du coup le X-H1 il est quand même assez consistant. Mais ce côté assez gros, il n'est pas désagréable. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié parce que, en fait, de ce fait, on a une meilleure prise en main, on a vraiment un grip qui tient bien dans la main, que ce soit autant pour faire de la vidéo, donc du coup, on est beaucoup plus stable quand on va faire des mouvements que quand on fait de la photo, ou pour la peine, c'est vraiment agréable de travailler avec sur une journée de reportage. On n'a pas besoin de se dire que peut-être que c'est un peu trop petit et que ça va être la galère. C'est vraiment un boîtier qui est sympa à prendre en main et qui est agréable à utiliser. En plus de ça, il y a quand même des choses qui rappellent la gamme GFX, donc moyen format, parce qu'on a notamment l'écran sur le dessus qui est hyper pratique parce qu'on peut voir toutes les infos de shoot directement dessus. C'est un écran qui est beaucoup plus agréable que ce que l'on a par exemple sur un D810, D850 ou un 5D Mark. C'est assez chouette parce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit maintenant d'ailleurs sur les nouveaux boîtiers mirrorless des autres marques, chez Canon avec les EOS R ou chez Nikon avec la série Z ou Z, peu importe comment vous voulez dire ça. Et c'est intéressant de voir que Fuji a commencé à l'instaurer il y a déjà un petit moment et que du coup les autres marques commencent à l'employer aussi. Autre chose qui est intéressante en termes de fabrication ou de construction, c'est l'œilleton. L'œilleton, il est très agréable, c'est vraiment un truc qui est chouette à mettre au visage parce qu'il y en a certains que je trouve qui sont juste pas agréables du tout. En plus de ça, si vous faites de la vidéo avec les mirrorless, une chose qui est absolument géniale, c'est que vous allez pouvoir filmer en regardant dans le viseur. Donc s'il y a du soleil, vous mettez votre œil contre le viseur et vous filmez. Le problème qu'il y a avec la majorité des mirrorless, c'est que le petit viseur, il est collé contre l'écran. Donc du moment où vous allez regarder, vous êtes comme ça appuyé, vous avez votre nez qui est écrasé. C'est absolument pas pratique, c'est absolument pas agréable. Vous allez embuer votre écran, le salir, vous cassez le nez, vous avez l'œil qui est écrasé, c'est pas génial. Sur le X-H1, ils ont été malins et ils ont vraiment développé le petit viseur pour qu'il y ait un espace et qu'on puisse mettre l'œil dans le viseur de manière agréable, même si c'est de manière prolongée, par exemple pour faire de la vidéo. Dans les autres choses qui sont agréables en termes d'ergonomie, on a l'écran arrière qui est entre guillemets amovible, donc on peut le bouger verticalement, horizontalement. Malheureusement, on ne peut pas le flipper comme on peut le faire, c'est pas un écran de tilt et flip comme on a sur les boîtiers Canon par exemple, où on peut du coup se regarder quand on filme comme ça pour être sûr d'être net, pour être sûr du cadrage. C'est un petit peu dommage, j'espère qu'un jour Fujifilm et puis Sony le feront aussi. Je sais pas pourquoi ils le font pas, au moins avoir un écran qui flippe depuis l'arrière sur le dessus du viseur, qu'on puisse se voir quand on se filme. Parce que sincèrement, le X-H1 pour faire du vlog et faire des vidéos comme je vous fais là, c'est un boîtier qui aurait été absolument génial s'il y avait eu cet écran. Il y a bien entendu des solutions pour y pallier, on peut aussi ne pas se regarder, mais bon, ça serait assez pratique quand même. D'ailleurs, pour la vidéo aussi, un truc que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas de prise jack. Alors moi, pour ce que j'en fais en termes de vidéo, ça m'est pas très utile, mais j'ose imaginer que pour les gens qui ont vraiment besoin de filmer, avoir une prise jack pour contrôler le son ou la prise de son, ça serait quand même bien. Et d'ailleurs, on peut l'avoir, mais il faut avoir le grip. Et on en parlera plus tard, mais c'est vrai que si on rajoute le grip, au final, on arrive quasiment au même prix qu'un Sony. En termes de boîtier, je ne parle pas des objectifs. Donc, c'est vrai qu'à l'achat, quand on doit choisir entre les deux, ça peut un petit peu faire hésiter.
Alors maintenant, depuis que j'ai fait le test, les prix sont descendus. Le XH1 est quand même moins cher que le Sony A7 III, mais reste que la différence n'est pas non plus énorme et qu'on peut quand même passablement hésiter quand on voit la différence de prix, se dire est-ce que je prends de la PSC, est-ce que je prends du plein format? C'est un petit peu dommage, c'est des petites différences qui, voilà, ça serait cool s'ils avaient été, pas jusqu'au bout on va dire, mais si ça avait été inclus. Par contre, une autre chose qu'ils ont inclus, que d'autres ont oublié, notamment Nikon et Canon, c'est les doubles cartes. On peut mettre 2 cartes SD dans le XH1, ce qui veut dire qu'on peut avoir une sauvegarde autant photo vidéo quand on shoot, et comme ça on est sûr de toujours avoir quelque chose, même si la carte est corrompue. Un dernier point positif pour les fonctionnalités, avant qu'on passe un petit peu, fabrication, avant qu'on passe aux fonctionnalités à proprement parler du boîtier, c'est qu'on a quelque chose qui nous permet de savoir quel boîtier filme. Alors vous allez me dire quel boîtier filme, oui mais j'en ai qu'un. Ouais, justement, si vous en avez plusieurs, c'est des fois un petit peu pénible parce que vous savez pas si un boîtier filme ou pas. Quand vous filmez, comme je suis en train de le faire, j'ai l'écran, donc je sais que je suis en train de me filmer. Si j'avais pas l'écran, comme le XH1, qui a pas l'écran qui sort, je ne saurais pas forcément. Du coup, ce que Fuji a fait, c'est qu'ils ont mis une petite lumière que l'on peut faire enclencher au moment où ça enregistre. Comme ça, je sais si ça enregistre ou si ça a arrêté parce que ma carte est pleine ou qu'il n'y a plus de batterie ou qu'il y a un autre problème. Il y a la lumière qui reste allumée, on sait que le boîtier filme et c'est génial. Si vous avez un système avec plusieurs appareils pour vous filmer, aussi c'est bien, parce que vous avez peut-être des acteurs devant et ils sauront qu'un tel boîtier enregistre ou pas. Et ça, c'est assez pratique aussi. Maintenant, parlons de ce qui rend vraiment le XH1 spécial. Alors, en termes de photos, il n'y aura pas énormément de choses. Parce qu'il faut avouer que, pour la peine, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que l'on a sur d'autres boîtiers de chez Fuji, X-T2, X Pro 2, ça ressemble énormément. Comme je vous l'ai dit, c'est le même capteur, la qualité d'image, elle n'est pas très différente en montée d'ISO, en latitude d'expo, bref. C'est un très bon boîtier, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est de la PSC et pour de la PSC, c'est vraiment très bon. Je dois avouer que si on compare de la PSC à du plein format avec les boîtiers de chez Fuji, c'est parfois un petit peu compliqué de savoir lequel est lequel. Alors à traiter, on voit quand même que la latitude d'expo n'est pas tout à fait la même que ce que l'on aurait sur un plein format. Quoique, encore, ça dépend de quel plein format on parle. Là où le Fuji, le XH1 est vraiment très bon pour la photo, c'est surtout au niveau de la mise au point. La mise au point est absolument géniale sur le XH1, ça marche vraiment très très bien. On a la reconnaissance du visage et de l'œil. Pour la peine, j'aime mieux comme ça marche chez Sony, mais sincèrement, c'est pas non plus le truc qui me dirait je vais plutôt prendre du Sony que du Fuji. Chez Fuji, ça marche déjà très bien. C'est juste la fonctionnalité pour l'activer et désactiver. Je trouve que c'est un peu moins pratique que ce que l'on a chez Sony. Mais à part ça, sincèrement, ça marche vraiment bien et c'est génial d'avoir ce genre de fonctionnalité. Quand on a l'habitude d'avoir un boîtier réflexe du style D810, que l'on retrouve des fonctionnalités du genre, c'est un petit peu dur de s'en passer quand on revient sur un D810, vraiment. Une autre chose en photo qui est vraiment intéressante, c'est qu'on a un obturateur à 32 000. C'est-à-dire qu'on peut faire une obturation à 1/32 millième de seconde et quand on est en plein soleil, qu'on veut shooter pleine ouverture, c'est quelque chose qui est plutôt pratique. En plus de ça, comme c'est un mirrorless, c'est un peu ce qui permet de faire le 1/32 millième, c'est qu'on n'a pas de miroir qui doit claquer et se relever. Mais en plus de ça, ça ne fait absolument pas de bruit. C'est-à-dire qu'on peut désactiver le bruit complet et comme ça, on a 0 bruit. Et quand on shoot du reportage, on sait tous à quel point c'est pratique d'avoir un boîtier qui ne fait pas de bruit. Alors, au moment où j'avais testé le boîtier, Fuji n'était pas compatible pour la prise de vue connectée avec Capture One. Depuis, ça l'est. J'ai fait une vidéo où j'en parle, je vous mettrai en lien ici. Et pour la peine, ce que j'avais noté par rapport à ça n'est plus vraiment utile. Mais du coup, j'ai pas pu tester comment ça marche. Mais logiquement, ça devrait fonctionner comme tous les autres boîtiers Canon, Nikon, etc. C'est-à-dire qu'on a accès à toutes les fonctionnalités du mode connecté de Capture One. C'est absolument donc génial quand on shoot en studio. Fuji est maintenant donc complètement compatible avec Capture One et c'est un gros plus parce que pour moi c'était un peu un des points négatifs et c'est aussi une des choses qui m'a fait attendre une autre review que je vais vous faire, c'est le GFX parce que je trouvais vraiment dommage de dire du mal du GFX alors que ce qui m'embêtait réellement en soi c'était que mon flux de travail n'était pas du tout compatible avec ce boîtier. Et du coup on doit parler encore vidéo parce que c'est vraiment ça où c'est là où le XH1 finalement est vraiment très fort à mes yeux. La première chose, stabilisation. Comme vous le voyez ici, j'ai un vieux Canon 700D et c'est absolument terrible en termes de stabilisation. On a l'objectif qui est stabilisé, mais c'est tout. Chez Fuji, on a ce qu'ils appellent l'IBIS. Alors c'est pas comme les hôtels. Blague du jour. Bonjour. Body Image Stabilization, donc stabilisation dans le boîtier. Ça marche absolument superbement bien. Je sais pas comment le décrire, mais vraiment c'est génial. Si vous faites de la vidéo que vous devez shooter à main levée, ça vous change la vie. Quand vous vous retrouvez après avec un boîtier comme j'ai là pour shooter, vous avez juste envie de pleurer en fait. En plus de ça, en termes de vidéo, on peut faire du F-log, donc ça veut dire qu'on peut récupérer une plage dynamique beaucoup plus large que si on shootait avec
un profil de couleur normal. On a aussi le profil Eterna qui est censé aider à éviter à faire du traitement de couleur. C'est-à-dire que logiquement, quand vous avez votre profil Eterna, vous devriez rien avoir besoin de faire. Vous avez des couleurs neutres, naturelles, qui ont un bon rendu en vidéo, mais qui ont quand même la plage dynamique que vous pourriez avoir en shootant du log. Sincèrement, ça marche assez bien et c'est très étonnant. Si vous débutez dans la vidéo et que vous avez besoin d'avoir un boîtier qui marche, qui est facile d'employer, où vous n'avez pas besoin de faire de traitement de couleurs compliqué dessus, c'est vraiment génial parce que, par exemple, les boîtiers de chez Sony, ils sont bien, mais le traitement de couleurs dessus, c'est un peu la galère. Traiter du log quand on ne sait pas comment le faire, c'est aussi un petit peu la galère. Et du coup, avoir ce profil Eterna de chez Fuji, c'est vraiment fantastique. C'est une très 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 bonne idée qu'ils ont eue avec ça. Vraiment, en fait, le X-H1, à mes yeux, c'est un peu l'appareil du youtubeur ou du mec qui veut faire des vidéos sans avoir besoin de s'embêter. C'est-à-dire qu'on a du F-Log, on a le profil Eterna qu'on n'a pas forcément besoin de traiter. Et en plus de ça, ça fait aussi du 120 frames par seconde, donc 120 images par seconde. Ce qui veut dire que si vous voulez faire du slow-mo, c'est vraiment très bien. Vous pouvez faire du slow-mo en Full HD. Sur l'arrière du boîtier, vous pouvez regarder le rendu que ça a au ralenti. Et du coup, vous savez vraiment si votre clip est trop long, si le cadrage est bien, si ça bouge trop ou pas. Mais bon, avec le système de stabilisation, ça ne devrait pas bouger. Mais c'est vrai que, franchement, pour de la vidéo, c'est un boîtier qui est vraiment très, très, très intéressant. Ce qui est génial, et c'est aussi pour ça que je parle de youtubeurs, mais plutôt en fait de créateurs de contenu en général. Si vous faites un petit peu de tout, c'est un boîtier qui est intéressant parce qu'en termes de photos, il est vraiment très bon. En termes de vidéo, c'est un boîtier qui est absolument génial. La seule chose qui est peut-être regrettable, du coup c'est corrigé avec le X-T3, c'est qu'on ne peut pas faire du 10 bits en sortie. On peut le faire avec le X-T3, mais le X-T3 n'est pas stabilisé. Donc du coup, voilà. Mais le X-H1 est vraiment intéressant parce que c'est un boîtier qui... Ouh, je cherche la lumière, sans vous faire vomir là. Parce que le X-H1 est vraiment intéressant dans le sens où du coup vous avez un bon boîtier pour faire de la photo, pour faire de la vidéo. C'est pas très grand non plus, ça a déjà un boîtier qui est costaud, mais c'est pas non plus immense comme un 1DX. Et vraiment le point intéressant du système de chez Fuji, des objectifs où voilà, j'aime pas trop la bague de diaph comme ça fonctionne, mais pour de la vidéo c'est chouette. Et surtout c'est de l'APS-C. Vous allez me dire oui mais moi je veux du plein format, je m'en fous de l'APS-C. Ok, mais vous n'allez pas voir la différence. Et les objectifs APS-C sont vraiment beaucoup moins chers et beaucoup plus petits que ce que vous avez en plein format. Si vous devez vous faire un kit APS-C, vous le comparez à un kit plein format, vous allez comprendre assez vite que votre porte-monnaie va morfler si vous prenez du plein format. Et pour la peine, c'est à mes yeux un des trucs qui fait la différence par rapport à Sony, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Ça fait un moment que je regarde pour changer de système, j'hésite encore. Et plus j'avance dans le temps, et plus je me dis que finalement, le système de chez Fuji est vraiment intéressant. La seule chose que je regrette, c'est peut-être la résolution. Ça va me manquer si je passe chez Fuji de plus avoir mon D810 avec ses 36 mégapixels. Mais quand on commence à faire des vidéos, de la photo, qu'on a besoin de voyager, de ne pas avoir un kit qui soit lourd, qui soit cher, sincèrement, Fujifilm est vraiment très 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 intéressant. J'espère donc que j'aurai l'occasion de tester le X-T3 un de ces prochains jours. Normalement, il y aura le salon de la photo à Genève. J'aurai certainement l'occasion de mettre mes mains dessus pour le voir, comparer la taille par rapport au X-H1. Mais vraiment, si vous êtes en train de vouloir acheter un nouveau boîtier, que vous hésitez, que vous avez peut-être regardé les autres boîtiers mirrorless, du genre le Canon EOS R, le Nikon Z, les boîtiers de chez Sony, pensez de regarder Fujifilm.
Si vous faites du reportage, que vous faites de la photo de rue, que vous faites de la vidéo, que vous faites juste des photos pour vous, pour Instagram, c'est des boîtiers qui sont vraiment très intéressants. Si vous faites du studio, de la beauté, ça peut aussi être bien. Après, c'est surtout à voir si vous avez besoin de la résolution, de la latitude dynamique que vous pourriez avoir avec un plein format. Mais ça, on en discutera dans une prochaine vidéo parce que j'ai eu l'occasion de tester du moyen format aussi de chez Phase One, le GFX de chez Fuji. J'ai mon D810 et du coup, j'ai aussi pu tester les boîtiers de chez Fuji avec de l'APS-C. Ça sera intéressant de comparer un petit peu le tout et d'en parler dans une vidéo de quelle différence ça fait vraiment d'avoir du plein format, de l'APS-C ou alors carrément du moyen format. Bref, tout ça pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous, j'ai la main prise, donc ici, de laisser un petit pouce vers le haut, on va changer de main, hop. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire avec le bouton qui va venir juste là. Passez une très belle journée et à bientôt, ciao.